Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 mai. On va parler du Nasdaq, mais surtout, on va parler, comme d'habitude, de l'actualité des marchés financiers. On va parler du calendrier, on va toucher deux mots sur le gold, également un point important à avoir sur Capgemini en tête. Et je terminerai sur l'actualité, en tout cas, avec un élément intéressant du côté de l'optimisme, ou pas d'ailleurs, des entreprises américaines, avec une stat assez intéressante que j'ai partagée ce matin sur X et sur Telegram. Concernant le calendrier économique, vous le voyez, on a eu peu d'éléments hier, il y en a également peu aujourd'hui, donc je m'attends à assez peu de volatilité. Le gros de la semaine aura lieu jeudi, hors bien évidemment discours et événements ponctuels qui peuvent avoir lieu. Donc on n'a pas une semaine qui est très marquée de ce côté-là par l'actualité. Concernant le gold, on a des configurations qui sont intéressantes. Je vous avais partagé hier, alors ça c'est le graphique d'hier, un joli triangle de contraction sur support, dernier support à ne pas lâcher pour éviter effectivement d'envoyer le gold à la cave. Et si on regarde un peu plus où on en est aujourd'hui, je vais reposter un de l'actualité ici. On voit effectivement que le trade, enfin le prix plus exactement, s'est consolidé encore un peu plus. Peut-être une résolution de ce triangle à venir. Il y a deux possibilités, soit on casse par le bas et dans ce cas-là, on a plutôt une figure de continuation baissière et on pourrait aller rechercher les 3120 dans un premier temps et pourquoi pas les 3000 $. Ou alors, à l'inverse, on casse par le haut, ce qui n'est donc plus vraiment une figure de continuation, mais on pourrait observer un double bottom un petit peu larvé qui s'est fait en deux temps, avec la cassure ici des 3250. Et pourquoi pas, si on arrive à s'affranchir de la moyenne mobile 200 que vous voyez ici, je crois qu'on est sur une unité 1 heure sur cette vue-là, et bien après repartir et aller chercher, pourquoi pas, l'ancien mid-range sur les alentours de 3360 et plus si affinité. Donc voilà un petit peu du côté du gold ce que je souhaitais vous dire. Je vous ai dit, on va parler un petit peu de Capgemini. Capgemini, si vous n'avez pas suivi, de mon côté en tout cas, et si ça vous intéresse, c'est une action que j'avais en portefeuille, que j'ai longtemps détenue, enfin longtemps. Ça dépend ce qu'on appelle longtemps, mais que j'avais commencé à acheter en 2022, que j'avais racheté en 2023 et finalement j'ai fini par sortir à perte sur le titre quand on a eu cette bougie ici, donc à peu près sur les mêmes prix qu'actuellement. Pourquoi? Parce que je connais que trop bien entre guillemets ces structures de gros range en haut d'un marché haussier. Dites-vous bien qu'ici, il y a un énorme marché haussier qui le précède et finalement, bah, on finit par casser par le bas et c'est ce que j'expliquais ce matin. Attention au phénomène de porte de sortie. Alors bien sûr, ça peut réintégrer. Honnêtement, c'est pas le scénario sur lequel je partirais. On a une impulsion qui est désormais baissière. On est venu chercher le support, on a fait un petit rebond, on revient dans les derniers plus bas et qu'est-ce qu'on marque ici? Un doji qui est plus exactement une pierre tombale et ça, c'est vraiment un signal très souvent de continuation baissière. Donc, je serai également vigilant. Je ne vous invite pas à vendre dans la panique, bien évidemment, mais soyez prudent du côté de Capgemini. En tout cas, je n'irai pas m'y exposer tant qu'on n'a pas réintégré ce petit range. Je vous touche deux mots, je ne vais pas les détailler, mais j'ai parlé pour les amateurs d'investissement de stop loss ce week-end. C'est un article qui a plutôt bien plu. Je vous invite à aller le découvrir. C'est un thread détaillé. Pourquoi? Pour moi, il est impératif de mettre un stop loss, même quand on vise sur le long terme. Et d'ailleurs, je vais aussi parler un petit peu plus de manière globale de investir sur le long terme. Ça sonne bien, mais pour beaucoup, c'est juste devenu une excuse déguisée pour ne rien faire. Attention, hein, c'est pas parce qu'on investit sur le long terme qu'on laisse son portefeuille vivre ou mourir, hein, tout dépend. Il faut bien évidemment continuer de travailler celui-ci. L'investissement sur le long terme ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ok, on n'est pas obligé bien évidemment de réactualiser son portefeuille toutes les semaines, mais il faut absolument suivre celui-ci parce que bah, d'un trimestre, d'une année à l'autre, ça peut bien évidemment évoluer. Et sinon, eh bien, même, j'ai envie de dire, même quand votre portefeuille se passe bien, eh bien, vous ne vous payez pas et vous attendez simplement que l'entreprise chute. Et j'ai envie de dire, eh bien, malheureusement, vous n'encaissez rien. Concernant également les grands gagnants de la pause des tarifs douaniers, j'en ai fait un thread. Alors, l'idée vient pas directement de moi, c'est tout simplement des éléments que j'ai trouvés dans un article qui est payant sur Investing Pro. Donc, je ne peux pas vraiment vous le partager puisqu'il faut avoir la formule payante. Mais que j'ai trouvé passionnant. Il y a quelques idées et pistes de réflexion sur des entreprises à fort potentiel qui pourraient profiter de cette situation. Il y a un contexte que je connaissais pas avec des stocks qui sont bloqués en Chine. C'est extrêmement intéressant. Je vous invite à le découvrir, que ce soit encore une fois sur mon Telegram ou sur X. J'en termine sur X avec ce post que j'ai tout juste publié ce matin. Très intéressant, que j'ai récupéré du côté de Factset, en tout cas le graphique. Et en fait, qu'est-ce qui nous explique, comme vous pouvez le voir? Ici, il nous explique le pourcentage des entreprises dans le SP 500 en fonction des secteurs ici, d'ailleurs je vais vous donner, ça sera plus simple, qui ont cité, en tout cas dans leur communiqué de presse ou lorsqu'elles ont publié leurs résultats au T1, le mot d'incertitude.
et on voit que c'est très important, notamment du côté des finances, de l'immobilier, de l'industrie et de la technologie, même sur des secteurs. Alors, il y a des secteurs, c'est assez rigolo, c'est ce que je me disais aussi, parce que je ne vous l'ai pas mis dans le post, mais sur la santé, par exemple, il y a que 65%. Or, c'est la santé qui se porte le moins bien actuellement. Donc, c'est aussi un petit peu contre-intuitif de lire ça. Mais malgré tout, je vous en parlais ici. 96% des entreprises financières américaines ont utilisé donc le mot incertitude. C'est quand même énorme. Je vous ai cité également la suite. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Parce que c'est bien beau hein, de lire des graphiques. Ce qui est important pour moi, c'est OK, quel est le constat qu'on peut en faire? Bah, c'est tout simplement pour moi, hein, malgré tout, qu'on est en train d'avancer dans l'incertitude. Et l'idée, c'est pas de dire: «Il faut vendre». Parce qu'encore une fois, vous allez voir d'ailleurs mon plan sur le Nasdaq, en mode trading est toujours d'acheter et vous le savez sur l'investissement, j'achète sur le moyen long terme. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas dans une phase d'ultra optimisme du côté des entreprises. Le marché, lui, peut être optimiste et donc ça continuera de monter. Encore une fois, de toute façon, même si tout allait mal et que le marché, tout le monde était à l'achat, j'ai envie de vous dire, peu importe que ça aille mal, le marché a toujours raison. Ça, c'est le premier point. Pour autant, pourquoi c'est important? Bah, simplement parce que quand les CEO, martèlent l'incertitude dans les conférences de résultats, c'est jamais un hasard. Tout simplement, c'est un mot qui est très souvent choisi, répété, pour aussi éviter les effets de surprise. Les effets de surprise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'appelle effet de surprise? C'est, vous savez, ces entreprises qui se payent aujourd'hui très cher et il y en a énormément, à peu près d'ailleurs toutes les entreprises du top 20, quasiment à top 30 du S&P 500 sur absolument, à mon sens en tout cas, trop cher. Et donc, le jour où on a finalement une entreprise qui n'avait pas suffisamment alerté, coucou, par exemple à UNH ou à Novo Nordisk, pas suffisamment, comment dire? Alerter ses investisseurs, bah, les investisseurs perdent confiance et on a un titre qui dégringole, qui chute et c'est violent parce que tout simplement déjà c'est trop cher en termes de valorisation et parce que surtout, bah, on n'est plus dans cet optimisme qu'on avait. Donc c'est vraiment important aussi du côté des entreprises de modérer ses propos, ça évite d'avoir aussi des actions qui sont, très volatiles et malgré tout ça marque quand même un petit, signal de tension en interne et le vrai danger, ce n'est pas vraiment pour moi la volatilité qu'on pourrait avoir sur le titre, mais ça serait plutôt de sous-estimer à quel point ces entreprises, eh bien, elles-mêmes ne savent pas de quoi demain est fait et ça, vraiment, c'est important. Alors ce encore une fois, comme je le disais à la fin, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est tout simplement c'est pas un appel à fuir, hein, que je vous fais, ici, c'est simplement un appel à trier et vraiment aller sélectionner les meilleurs dossiers parce que même s'il y a de l'incertitude, soyons clairs, c'est de l'incertitude, on va dire court terme. Donc sur le court terme, ça peut bouger. Sur le long terme, les meilleurs dossiers resteront les meilleurs dossiers. Donc ce que je retiens personnellement de ce graphique, c'est 3 raisons, mais j'ai envie de dire 3 phases, mais qui sont globalement celles que je suis, notamment la première dans mon investissement, c'est que ce n'est pas le moment de faire du stock picking YOLO. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on n'achète pas tout et n'importe quoi dans des phases de marché qui sont hautes. J'ai envie de dire, si on avait envie de faire un peu du YOLO, fallait mieux le faire il y a encore quelques semaines quand on faisait moins 20 et que finalement, bah, on avait des entreprises qui étaient effectivement peut-être en excès vendeur et on pouvait tenter des rebonds. Les entreprises solides avec pricing power et bilan clean restent les vraies gagnantes à long terme. Ça a toujours été. Donc ça ne change pas et c'est encore une fois pas cette incertitude qui doit faire bouger vos lignes. Le marché n'est pas en panique, mais certains dirigeants le sont, il faut quand même le prendre en compte. Voilà en tout cas une petite réflexion que je voulais vous poser ce matin. On passe maintenant du côté, du Nasdaq et du côté du Nasdaq, eh bien, on a donc, continué, hein, d'appuyer, cette accélération haussière la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé et depuis 2 3 jours, eh bien, on a une sorte d'incertitude, finalement sur le marché. Même la bougie d'hier, qui a l'air un peu plus, dynamique à l'achat, finalement ne représente pas grand chose parce qu'elle, vient juste, bah, compléter un petit peu le mini range, hein, si on se met en 1 heure, on pourrait presque considérer qu'on a une sorte de pseudo range. Vous voyez, on a été chercher le bas du range pour finalement aller au-dessus du range, un petit peu pour nettoyer tout ça, comme certains aimeraient bien dire. Moi, ce que j'avais observé et où j'avais été prudent avec les membres hier lors de mon live du lundi, c'est qu'on avait une divergence RSI qui s'était mise en place à ce niveau-là. Donc l'idée, c'était pas de la vendre. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup trop orienté à la hausse actuellement, mais c'était plutôt un filtre, ce que j'appelle négatif. Donc j'évite d'acheter face, en tout cas, à un signal vendeur qui vient de se mettre en place. Finalement, le signal vendeur est déjà annulé. Pour autant, est-ce qu'on est parti à l'achat? Pas vraiment. Et mon plan, ça reste un petit peu le même. Court terme, la problématique que j'ai, je ne l'ai pas tracée ici pour pas l'alourdir, mais c'est qu'on revient finalement dans le mid-range, un gros smile de cet ancien range. Et vous savez, c'est souvent la zone qui pose problème. Et comme c'est rigolo, depuis qu'on a accéléré, où est-ce qu'on s'est posé? Bah, sur les 21 450, un gros smile sur lequel effectivement on n'arrive pas vraiment à franchir. Pour les plus agressifs, on peut bien évidemment tenter de jouer la chose, peut-être en day trading, c'est-à-dire une cassure des derniers points hauts d'hier, et essayer de jouer une accélération. C'est un contexte qu'on peut essayer de voir, notamment pour ceux qui sont plutôt optimistes quant à un retour sur l'ancien ATH. On n'est pas obligé d'aller chercher
L'ATH pour aujourd'hui, ceux qui ont un petit peu du mal à viser des niveaux, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous appuyer sur les points pivots. Par exemple, on observe que le R1 weekly et le R2 journalier, puisqu'en plus les points pivots sont relativement faibles entre guillemets aujourd'hui. Pourquoi? Parce que simplement on a eu très peu de volatilité hier, donc ils sont assez resserrés. Ce R1 peut être un bon objectif. On observe d'ailleurs que le point pivot mensuel avec le point pivot hebdo a bien fonctionné hier en tant que support, puisque c'est exactement là où les prix se sont arrêtés avant de repartir. C'est des éléments qui peuvent être intéressants en complément de vos analyses, mais vous devez d'abord choisir un sens, bien évidemment. Les indicateurs ne sont, je le rappelle, hein, que des outils d'aide à la décision et ne doivent en aucun cas être la décision. C'est vraiment un élément sur lequel j'insiste, puisque les plans se font simplement sur la tendance pour moi et sur les zones. En tout cas, c'est ma manière de procéder. En cas de repli un petit peu plus marqué, on a la moyenne mobile 200 pour ceux que ça intéresse, mais elle est plus là par erreur que par volonté, donc je n'insisterai pas. En revanche, on a un petit niveau de repli pour les achats, peut-être pas pour aujourd'hui, mais courant de la semaine si on corrige un peu plus. C'est simplement ce niveau, vous voyez, de résistance court terme qui fait partie de la résistance, pardon, du support, ancienne résistance, support du coup maintenant, je la refais. Ancienne résistance qui deviendrait donc support, qui est lui-même dans un support beaucoup plus global, hein, support plus global. C'est cette zone de polarité qu'on avait observée qui a d'ailleurs permis de retourner un petit peu le prix. Et cette zone, elle est intéressante parce qu'elle pourrait permettre de venir combler le gap qu'on a laissé si jamais on y revient. Et pourquoi pas repartir et avoir un joli potentiel haussier pour la suite. Donc voilà un petit peu mes plans à l'achat. Je vous parlerai pas de plan de vente parce que actuellement je ne suis plus vendeur, donc j'en vois pas sincèrement l'intérêt. Je termine simplement pour vous dire qu'hier j'ai publié une nouvelle vidéo avec 5 actions très intéressantes. C'est pas celle-ci, elle est très intéressante aussi, mais c'est pas celle-là. C'est 5 actions que je vous invite à aller voir sur la stratégie de Stan Weinstein qui sont prêtes à bondir, qui sont dans d'excellentes configurations de sortie de range comme vous pouvez le voir ici. J'ai analysé également les fondamentaux de celle-ci sur Investing Pro. Je vous invite à découvrir tout ça. Je vous laisse d'ailleurs avec la vidéo. En attendant, soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao, ciao.